Soit vous partez directement sur l'emballage, on va dire le travail de la marée, soit il part directement en filetage. Vessel Sea Charente, good afternoon, Sorgen. Last port of call destination and ETS over. On est à plus de 47 millions de tonnes de marchandises, tout confondu, en 2014. Un port, c'est le transport maritime. Le transport maritime, c'est un transport massifié. En plus, on a quand même été confronté à des petites inondations au fond de la baie d'Authie, du côté du bois de sapin. C'est une plante qu'on ne trouve pas partout, hein, qui est protégée. Alors bonjour à tous, bienvenue au Touquet Paris Plage. Donc, je m'appelle Loïc et je vais être donc votre guide. Alors la particularité de ce paysage, c'est que justement, on passe de la verdure à la mer très rapidement et ça nous permet de voir des paysages somptueux. On a la chance d'avoir un paysage qui passe du sable également à la falaise rocheuse. C'est un petit peu la particularité de cette côte d'Opale. Ce qui fait la richesse du littoral du Nord-Pas-de-Calais, c'est sa variété, et notamment ici, la variété des paysages. On passe très facilement des hautes falaises du Cap Griné ou du Cap Blanc-Nez aux immenses plages comme ici à Brédune. Plus au sud, à Ardelot ou à Merlimont, ces grandes plages propices aux loisirs sont souvent bordées d'espaces dunaires. Les estuaires et les baies comme celle de la Canche, à proximité du Touquet ou de l'Authie près de Berck, sont des espaces particuliers et très riches. Ce sont des espaces de rencontre entre la terre et la mer avec une biodiversité importante. Le littoral du Nord-Pas-de-Calais se caractérise aussi par des zones de bas-champs, des zones humides ou marécageuses. Ce qui me plaît, c'est autant l'été, la zone va être asséchée et puis fleurie par toutes les fleurs, les papillons, les libellules qui peuvent s'y trouver, qui sont propres au milieu humide. Et puis l'hiver, toutes ces étendues qui s'inondent, avec l'hiver aussi le gel, des fois la neige, et c'est des paysages qui restent uniques, quoi. Ces zones humides sont des espaces particuliers et riches, notamment au niveau de la faune et de la flore. Mais dans toute cette variété, où que l'on soit, la ville n'est jamais très loin. Alors on peut considérer deux types de pôles urbains, les pôles urbains, les pôles qui naissent, qui sont nés plus exactement des stations balnéaires, et puis on a d'autres pôles urbains qui naissent plutôt de leur fonction portuaire, avec 3 pôles urbains sur la région Nord-Pas-de-Calais. Dunkerque, Calais et Boulogne. Du nord au sud, l'espace urbain est polarisé par 3 agglomérations qui ne sont pas collées les unes aux autres. Ces espaces urbains variés ont des points communs. Ce sont des espaces densément peuplés, mais qui l'ont été tardivement, dans les années 60, à la différence du bassin minier qui s'est développé au moment de la révolution industrielle. Le patrimoine ancien reste présent, mais l'urbanisme de ces villes a profondément été modifié, suite aux nombreuses destructions de la Seconde Guerre mondiale. Ces villes portuaires reposent sur des activités particulières, l'industrie lourde à Dunkerque, la transformation des produits de la pêche à Boulogne-sur-Mer, et aussi le trafic transmanche à Calais, souvent à la une des médias à cause des questions migratoires. Aujourd'hui, le déclin démographique et le vieillissement de la population de ces villes ouvrières entraînent un réaménagement de l'espace urbain.
À Boulogne, la pêche rythme l'activité du port quasi jour et nuit. Il est 3 h du matin sur la zone de Cap-Écure. Les pêcheurs sont au travail depuis plusieurs heures. Chaque année, plus de 30 000 tonnes de poissons sont déchargées sur les quais boulonnais. Ce sont principalement les bateaux de Boulogne et d'Étaples qui déchargent leurs poissons, mais aussi de plus en plus ceux des Pays-Bas. Pour tous, la question est la même à l'arrivée au quai. La pêche a-t-elle été bonne ? Ça a été, oui. Enfin, ça dépendra du cours aussi, on va voir ce qui se passe après à la criée. Alors, on rapporte le poisson, mais on n'a pas encore un prix de vente défini. Mais bon, ça devrait être bon. Aujourd'hui, ça a été calamar, un peu de gabillot, un peu de merlan et puis un peu de bar. Du l'hiver, quoi. Assez bien vendu, normalement. En effet, pour les pêcheurs, une grosse pêche ne veut pas toujours dire une bonne pêche. Tout dépend du prix de vente. Actuellement, la Corporation des pêcheurs est dans une situation difficile. À cela, plusieurs explications. L'augmentation du prix du gasoil, la concurrence des pêcheurs hollandais, mais aussi les quotas européens. Pourtant, l'amour du métier subsiste. Pour moi, je suis convaincu qu'il y a un avenir dans la pêche, et mieux qu'il l'est maintenant. Maintenant, il faut passer par une réduction de bateaux. Moins de bateaux pour que chaque pêcheur ait de meilleurs revenus. Après avoir été déchargés, les poissons sont entreposés dans de grands hangars servant de frigo. Les marailleurs entrent ensuite en scène vers 4 h du matin. Ils viennent repérer la marchandise avant de se rendre à la criée. Ils recherchent le meilleur rapport qualité-prix. Les marailleurs sont des grossistes professionnels en poissons et en fruits de mer, qui assurent ensuite le traitement et la revente auprès des poissonniers ou des grandes surfaces. Le brouhaha des hangars contraste fortement avec le silence de la criée. Elle est le lieu de tous les achats. Malgré son nom, cette salle est désormais très silencieuse. Tout n'est qu'informatique et haute technologie. Tous les marailleurs de Boulogne-sur-Mer sont présents dès 5 h derrière leur pupitre. Chaque marailleur dispose en face de lui d'un boîtier lui permettant d'acheter les marchandises. Le prix de départ du poisson est fixé par le pêcheur. Puis il baisse, centime après centime, jusqu'à ce qu'un marailleur manifeste son intérêt. Aussitôt achetés à la criée, les caisses sont récupérées dans les hangars par les employés du marailleur. Ils les vérifient avant de les expédier vers leur entreprise située sur la zone de Cap-Écure. Donc ici, 2 destinations. Soit vous partez directement sur l'emballage, on va dire le travail de la marée. C'est le conditionnement de produits entiers par taille et par espèce. Soit il part directement en filetage. Dans ces entreprises de maraillage, chaque minute compte et la rapidité est primordiale. C'est une sorte de balai finement orchestré. Les filteurs récupèrent ces poissons ultra frais et les découpent selon les souhaits du client. Un bon filteur peut découper près de 200 kg de poissons par heure. Les marailleurs traitent le poisson déchargé à Boulogne, mais aussi du poisson venu de partout en Europe par camion. Dans ces entreprises, les déchets sont souvent valorisés. Ils peuvent par exemple être transformés en produits cosmétiques ou en nourriture pour animaux. Mais le trajet du poisson ne s'arrête pas là. Voilà comment ça fonctionne. Donc à la cave, il y a un feu de bois. Là, on met les poissons. Et c'est la fumée qui fait le travail. C'est du poisson, du sel, du feu, c'est tout. Dans cette entreprise, la tradition du fumage à l'ancienne se poursuit. Et certains de ces produits haut de gamme se retrouvent sur les plus grandes tables de France. Ici, comme dans toute la filière, c'est l'excellence qui est mise en avant. Car il existe un véritable savoir-faire des professionnels boulonnais. Ensuite, dès 7 h du matin, c'est une noria de camions qui rentre et qui sort de la zone de Cap-Écure. À la gare des Marais, il y a des centaines de mètres de quais et chaque jour, près de 500 camions vont alimenter toute l'Europe en poissons. Boulogne-sur-Mer est devenue une véritable plaque tournante des échanges de produits issus de la mer. Désormais, sur l'ensemble du poisson traité ici, seul 20% vient des pêcheurs boulonnais. Le reste provient d'autres pays européens. Le CROSS est un organisme qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Il est donc nécessaire d'avoir 49 personnes sur le centre. Le CROSS est le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime. Il s'occupe de la gestion des risques le long du littoral. Echo Charlie Bravo, Green Traffic, good afternoon, Channel 04, please. Situé en haut des falaises du Cap Griné, le CROSS surveille, grâce à des radars et des moyens de communication, une zone allant de la frontière belge au Cap d'Antifer. Le détroit du Pas-de-Calais forme un rétrécissement dans la circulation maritime. Pour éviter les accidents, le trafic en Manche est divisé en 2 voies. Une voie descendante, gérée par les Anglais, et une montante, contrôlée par la France. Le CROSS Griné est responsable de la surveillance du dispositif de séparation de trafic du Pas-de-Calais, qui est le premier ou le deuxième détroit au monde, mais où passe 25% du trafic maritime mondial. Jour et nuit, été comme hiver, le CROSS est une tour de contrôle du trafic en Manche. Il surveille les navires et détecte les risques de collision. Car un accident pourrait avoir des conséquences dramatiques. En effet, un grand nombre de navires circulant dans le rail transportent des matières dangereuses. En moyenne, on a 150 navires dans le montant journalier, 150 descendants côté anglais et 150 traversiers, donc les ferries. Donc ça fait environ dans la zone 450 bateaux par jour. Avec les ferries, ça se passe très très bien puisque c'est des gens qui connaissent très très bien la zone et qui ont l'habitude justement de faire ça à longueur de journée, je dirais, et d'années. L'équipe du CROSS est composée d'une 50aine d'officiers. En plus de la fonction de surveillance du trafic, les officiers gèrent les opérations de sauvetage, ce que l'on appelle MRCC, Marine Rescue Coordination Center, le centre de coordination des secours en mer. Nous sommes les Saint-Bernard-des-Mers d'une certaine manière, puisque nous allons coordonner l'ensemble des moyens de différentes administrations de la SNSM, pour lequel on est contrôleur opérationnel, la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer. Et au moindre appel, à la moindre inquiétude, nous allons déclencher des moyens pour venir en aide aux personnes. Le MRCC prend en charge tous les navires français en détresse, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Afin d'assurer ces missions, différents exercices sont fréquemment organisés. L'intervention elle commence par un appel, c'est un message préenregistré qu'on reçoit sur téléphone, quelle que soit l'heure. Et évidemment, on part tout de suite, on rejoint le canot à Dunkerque. Et le patron qui est là, alors moi ou un autre, monte un équipage avec les compétences nécessaires pour effectuer l'intervention. Dès que l'équipage est constitué, le canot apparaît vers le lieu d'intervention attribué par le CROSS. Ce samedi-là, le Jean Bart II de la SNSM de Dunkerque part pour un exercice avec ses collègues de Calais et l'hélicoptère de la Marine nationale. Après une demi-heure de navigation, le canot arrive sur zone. Il entre en contact radio avec l'hélicoptère Guépard Whisky. La seule chose que l'hélico nous demande, c'est de tenir un cap et une vitesse relativement faible. Après, c'est l'hélico qui fait le travail. L'équipage de l'hélico commence par descendre le plongeur de la Marine nationale. Cette manœuvre est délicate, car le navire est en mouvement et la mer agitée. L'hélicoptère n'a aucun repère fixe. Il doit anticiper tous les mouvements du navire. Après avoir embarqué, le plongeur passe une sangle autour du nageur de la SNSM. Le treuilliste est à la manœuvre. Lors de l'hélitreuillage, il est pour ainsi dire les yeux du pilote, qui ne voit pas ce qui se passe en dessous. Cet exercice est assez périlleux et demande beaucoup d'entraînement. Le danger est omniprésent, à cause du vent et de l'électricité statique créée par le rotor. Pour nous, c'est important parce que nos nageurs secouristes peuvent être amenés éventuellement à être treuillés. Ces exercices ont lieu chaque mois, afin d'assurer une excellente coordination entre les différents moyens de sauvetage. À Dunkerque, ce fruit-là est un peu une des stars du port. Chose surprenante, 2 bananes sur 3 mangées en France sont passées par Dunkerque. La société Dunfresh gère la totalité de cette importation. Donc nous sommes actuellement à environ 7 à 8 000 tonnes de bananes par semaine et une centaine de tonnes d'ananas. Dans l'entrepôt, c'est un balai incessant de caristes qui déchargent des conteneurs pour charger des camions. On est ici au cœur du Made in France,
puisque ces bananes de qualité proviennent surtout de Guadeloupe et de Martinique. L'entreprise s'est implantée ici, car le port de Dunkerque est particulièrement bien situé. Donc les bananes sont destinées au marché français pour 60% environ. Ensuite, les 40% restants partent partout en Europe. Donc ça peut aller jusqu'au Portugal, Italie, en Roumanie, Bulgarie, en Pologne, partout. Mais Dunfresh n'est pas le premier utilisateur du port et de ses infrastructures. L'entreprise ArcelorMittal représente à elle seule près de 35% du trafic portuaire. Implantée depuis 1962 à Fort-Mardic, l'usine accueille quasiment chaque jour un navire venu décharger sa cargaison. Essentiellement du charbon ou du minerai de fer qui servent à fabriquer de l'acier. Le terminal d'ArcelorMittal peut accueillir sur son quai plusieurs navires de plus de 200 000 tonnes. En partie grâce à cette entreprise, le port de Dunkerque est devenu le premier port d'importation de minerais et de charbon. Mais il reçoit aussi des produits pétroliers ou chimiques, des matières premières qui sont souvent transformées sur place avant d'être redistribuées. Dunkerque est ce qu'on appelle une zone industrialo-portuaire, ce qui génère de nombreux emplois. Aujourd'hui, Dunkerque est le 3e port français derrière Le Havre et Marseille. On est à plus de 47 millions de tonnes de marchandises, tout confondu en 2014, avec des pointes notamment dans les céréales, avec plus de 48% de céréales à l'export, ce qui est tout à fait extraordinaire, et plus de 311 000 containers travaillés ici au port de Dunkerque. Au port ouest, par exemple, les porte-conteneurs accostent en permanence. C'est un port en eau profonde, ce qui permet aux plus gros navires de rentrer à n'importe quel moment. Ce genre d'accès facile peut être un critère déterminant pour un port, car les navires préfèrent rester le moins longtemps possible à quai. Plus ils attendent et plus ils perdent d'argent. C'est aussi pour cela que les dockers et les portiqueurs doivent faire très vite pour décharger les navires. La concurrence est permanente avec les autres ports. Pour rester attractif, le quai d'accueil des porte-conteneurs doit s'adapter. Un projet d'allongement du terminal des Flandres est en préparation. L'avantage pour le port serait de pouvoir recevoir 2 gros navires, porte-conteneurs, simultanément. Ça veut dire 2 gros navires, ce sont des navires de plus de 360 mètres, qui répond aujourd'hui à la taille des plus gros navires au monde. Aujourd'hui, Dunkerque fait encore figure de petit port, mais il a un atout de taille, l'espace environnant disponible. De quoi accueillir de nouvelles infrastructures et devenir attractif par rapport aux ports concurrents de la Northern Range. Côté français, le port du Havre. Côté Belgique, Zeebrugge, tout proche de nous, à 80 km. Ensuite, Anvers. Ces ports-là sont quand même assez gigantesques. Et puis, les armateurs qui font confiance à ces ports-là depuis déjà plusieurs décennies, on a du mal à leur faire changer leurs habitudes pour les faire venir à Dunkerque. La zone de Dunkerque n'est pas uniquement un espace portuaire. Les usines transforment ou stockent des produits qui peuvent être dangereux. Ici, à Total Mardic, une grande partie du site sert uniquement à la formation des équipes. On peut y simuler plusieurs types d'incidents et mener des interventions grandeur nature. Une grosse fuite au niveau du compresseur VT453 au niveau du ballon d'aspiration B254. Ok, j'appelle les secours, arrête-moi le compresseur. D'accord, tu peux me confirmer que les secours arrivent? Ouais, Lucie est partie au téléphone, elle appelle les secours. Écoute, mets-nous tout de suite le compresseur en arrêt, nous derrière on décomprime l'unité en urgence. Alors l'exercice d'aujourd'hui, c'était fermer une vanne afin de stopper une fuite d'hydrogène qu'il y avait sur un compresseur. Donc là, on avait imaginé une fuite de gaz, mais on pourrait tout aussi bien imaginer un feu sur une pompe d'hydrocarbures, enfin tout est possible. Face aux risques industriels, les pouvoirs publics ont mis en place une directive européenne dite Seveso, qui vise à diminuer les risques d'incendie
d'émanations toxiques ou d'explosions. 1171 sites sont concernés en France, dont 15 autour de Dunkerque. La directive Seveso impose aux entreprises concernées de mettre en place différentes mesures. Le plan de prévention liste tous les risques et les mesures pour y faire face. Le POI, plan d'opération interne, prévoit l'organisation des moyens de secours sur le site industriel lors d'incidents limités. Le PPI, plan particulier d'intervention, est mis en place lorsque les conséquences dépassent les limites de l'usine et il oblige les services de l'État à intervenir. À Dunkerque, les usines à risque sont très proches des habitations. Un risque est la connexion entre un aléa, ici une fuite de gaz par exemple, et une vulnérabilité, essentiellement les populations vivant à proximité des sites Seveso. Les services publics et certaines associations doivent donc informer les populations afin de faire de la prévention. Donc voilà la double brochure qui est envoyée à tous les habitants de la zone industrielle. La première partie décrit tous les sites qui sont en fait obligés par la réglementation française d'informer la population. Mais comme on sait que l'accident reste possible, la deuxième brochure décrit en fait les consignes que la population devrait appliquer en cas d'accident, hein, comme ne pas rester à l'extérieur, parce que s'il y a une explosion, là, vous allez être soufflé. Ces mesures de prévention sont importantes dans l'agglomération dunkerquoise, car les zones urbaines, ici en rouge, sont insérées à proximité de 15 sites Seveso qui sont eux-mêmes proches les uns des autres, ce qui pourrait occasionner un effet domino. Pour la protection des populations, l'information est donc essentielle. La protection face aux risques industriels peut aussi passer par des mesures environnementales. Les ports aussi prennent en charge ces questions de gestion des risques et de développement durable. Un exemple, le projet Calais 2015. Ce projet de 900 millions d'euros devrait créer 1700 emplois. Il doit permettre à Calais de s'adapter à la croissance du trafic maritime et d'accueillir des ferries de plus en plus gros. Un des objectifs, offrir aux 10 millions de voyageurs chaque année de meilleures conditions de transport. L'impact économique sera important, mais il y a aussi un volet écologique à ce projet. Alors, plusieurs volets sur le développement durable. D'abord, un port, c'est pour le transport maritime. Le transport maritime, c'est un transport massifié, c'est-à-dire sur un navire, on peut en emmener énormément, et donc on a un rapport entre tonnes transportées et émissions de CO2 qui est faible. Le deuxième point, c'est que ce nouveau port permet de développer le trafic ferroviaire. On n'avait pas de place sur le port actuel pour vraiment le développer d'une manière importante. On aura un report modal important de la route vers le fer une fois que ces nouvelles installations seront en place. Les futures infrastructures, et notamment la nouvelle digue de 3 km de long, ont été conçues pour faire face à l'augmentation du niveau de la mer, et donc au risque de submersion marine. Ce risque touche déjà certains espaces littoraux de la région. Un exemple dans la baie d'Authie, au sud de Berck-sur-Mer. C'est l'action conjuguée aussi bien de l'Authie que de la marée qui fait qu'on a cet endroit particulièrement attaqué et à marée haute, bien sûr, l'endroit où les sapins sont en très mauvais état. Situé entre Berck et Fort-Mahon, l'Authie est un fleuve côtier qui se jette dans la Manche, après avoir serpenté entre des espaces de bas-champs et un banc de sable. Au début du XXe siècle, la digue Barrois canalisait le cours de l'Authie directement vers la mer. Sa suppression, en 1918, a abouti à la situation actuelle, qui cause de nombreux problèmes, notamment au niveau du bois des sapins. Cette zone est extrêmement fragile, car le phénomène de marée et la rivière provoquent une érosion importante. C'est surtout ici que les conséquences sont visibles, car on peut observer les sapins être petit à petit grignotés par la mer. Pourtant, c'est toute la zone en arrière de la dune qui peut être touchée par le risque de submersion. Ainsi, à Grosflier, une petite ville située juste derrière les dunes, on n'ignore pas le risque de submersion.
Chez les habitants les plus proches de la mer, l'inquiétude est forte. Une réelle angoisse, oui, parce que là, tant qu'ils font pas de travaux, la mer peut passer à tout moment. Là, pour l'instant, il n'y a plus du tout de cordon dunaire. Donc là, ils ont fait des travaux prévisionnels en mettant des big bags. Mais bon, ça n'arrêtera pas le danger, quoi. Vraiment inquiète parce que ça avance très vite et on risque d'être submergé ici vers Groslier. J'y pense souvent, d'autant plus qu'on a quand même été confronté à des petites inondations au fond de la baie d'Authie, du côté du bois de sapin. Donc on sait que c'est pas loin, on sait qu'il pourrait y avoir des gros problèmes. Face à cette crainte, les réponses des associations de protection de la nature et celles des hommes politiques sont différentes. Mais je me réfère, et je l'ai cité plusieurs fois, aux études très sérieuses et approfondies qu'on a faites par la SOGREA aussi bien en 2001, 2002, puis 2009, qui ont proposé des réalisations logiques, solides et pérennes. La reprise du chantier d'un chenal, une grande tranchée, dans l'axe de l'ancienne digue Barrois, c'est-à-dire dans l'axe du tracé original de l'Authie. Mais cette solution onéreuse n'emporte pas l'adhésion des responsables politiques qui cherchent d'autres moyens moins coûteux. Il nous faut anticiper sur un rechargement massif de cette dune, parce que je pense qu'on est en excédent de sable partout, sur la plage de Berck, de l'autre côté, et c'est prendre du sable où il y en a de trop pour en remettre où il n'y en a pas assez. C'est plein de petits essais qu'on est en train de faire qui un jour nous amèneront peut-être une solution de long terme. Parce que pour défendre toute la baie, c'est 30 millions d'euros. La gestion des espaces naturels est donc une tâche très complexe, qui mobilise différents intervenants. Eden 62 fait partie des acteurs majeurs de la protection du littoral. Dans le Pas-de-Calais, il gère un grand nombre d'espaces naturels, comme la zone des dunes de Slack. Là, on tombe sur l'espèce Dactylorhiza praeternissa. C'est l'orchidée négligée. C'est une plante qu'on ne trouve pas partout, qui est protégée, qui est facilement reconnaissable quand on regarde les bractées. Ce sont les semblants de feuilles qu'on trouve juste au niveau de l'éplis floral. La dune de Slack est un espace situé entre la mer, le golfe de Wimereux et la ville d'Ambleteuse. Elle couvre 150 hectares. Elle aurait pu devenir un lotissement, mais grâce à son achat par le Conservatoire du littoral, elle est devenue un espace préservé. Eden 62 est un syndicat. Il regroupe le département du Pas-de-Calais et différentes communes sur lesquelles se trouvent des terrains à protéger ou à gérer pour leurs valeurs patrimoniales ou écologiques. Les agents d'Eden 62 gèrent des terrains municipaux, départementaux et ceux du Conservatoire du littoral. Ici, dans les dunes de la Slack, même si certains sentiers sont ouverts au public, une grande partie est préservée. Sa particularité, c'est aussi d'être un endroit qui est retiré, qui est en dehors de toute activité humaine, qui permet cette biodiversité. Très peu de piétinement, pas du tout, voire. Les interactions avec les passants, il n'y en a pas. Donc ça permet réellement à la nature de s'exprimer totalement. Dans le Pas-de-Calais, près de 30% du linéaire côtier est géré par le Conservatoire du littoral via Eden 62. Un système que l'on retrouve partout en France avec près de 800 sites de dunes, de plages ou de criques sauvegardés de l'urbanisation. Bonjour Etienne, ça va? Bonjour Frédéric, comment ça va? Très bien. Au moment où le conservatoire a été créé, en 1975, on avait un grand boom du développement des stations balnéaires et qu'à un moment donné, l'État a craint que cette urbanisation soit trop importante et vienne donc dégrader totalement nos côtes. Enfin, on a eu quelques malheureuses expériences en Languedoc-Roussillon ou en Vendée où on a eu des côtes qui se sont urbanisées sur des kilomètres et des kilomètres de long. Et à un moment donné, l'État a dit halte à ça, trouvons le moyen de pouvoir préserver définitivement certains espaces du littoral. Lorsqu'on décide de protéger un espace, il faut d'abord convaincre les propriétaires et racheter, parcelle après parcelle, les zones souhaitées.
Cela répond à une démarche forte de préservation. On peut considérer que le Pas-de-Calais, c'est vraiment une réussite au niveau national sur la mission de protection du littoral, voilà, puisqu'on est le département le plus protégé par le conservatoire. Ces terrains sont entretenus par des gardes du littoral, mais aussi par des agriculteurs, comme sur le cap Griné. Chacun doit suivre un cahier des charges bien précis. Et cette gestion permet en général d'ouvrir le site au public selon certaines conditions. Il y a des zones qui sont ouvertes au public, les parkings, les sentiers d'accès, les observatoires, mais par contre le reste sont fermés au public. Le site des Deux Caps est bien plus qu'un simple espace naturel. C'est un site majeur pour le tourisme littoral du Nord-Pas-de-Calais. Il accueille chaque année des milliers de touristes. De nos jours, l'évocation de la mer fait immédiatement penser au tourisme, aux plages. Mais il a fallu attendre la fin du 19e siècle et la mode des bains de mer pour que les stations balnéaires se développent sur le littoral. Le Touquet Paris-Plage en est un bon exemple. Alors bonjour à tous, bienvenue au Touquet Paris-Plage. Donc, je m'appelle Loïc et je vais être donc votre guide. Alors cette station, elle va voir le jour en 1882 pour faire venir les Parisiens en villégiature. Et cette station balnéaire, on l'appellerait donc Paris-Plage. Donc vraiment une résidence de vacances pour les Parisiens. À l'origine réservée à la bourgeoisie, ces loisirs se sont démocratisés à l'occasion de la création des congés payés, en 1936. Donc on est devant ici l'hôtel Westminster. Donc c'est un des hôtels qui va faire partie justement de tous ces hôtels qui vont commencer à être construits à partir du début du XXe siècle. Celui-ci, c'est vraiment quasiment l'hôtel vitrine du Touquet Paris-Plage, puisque c'est le seul de la période des années folles qui soit toujours en exercice. La seconde accélération du tourisme balnéaire a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, pendant les 30 Glorieuses, avec le développement de la voiture individuelle et l'explosion de la société des loisirs. Ainsi, c'est la région du Touquet, qu'on appelle le Montreuilois, qui concentre depuis le plus grand nombre de nuitées touristiques sur le littoral. Là, il faut savoir que le Touquet Paris-Plage tient une place assez prépondérante en fait, au niveau de la côte. C'est, alors je ne vais pas être chauvin, mais c'est une des stations balnéaires qui s'est développée le plus et donc qui accueille le plus de touristes. On va passer d'une ville de 5000 habitants à peu près l'hiver en résident permanent jusqu'à quasiment 10 fois plus l'été. Et puis les vacanciers qui viennent dans nos stations ne font pas forcément qu'une seule ville et vont visiter un ensemble de villes, tout le littoral de la Côte d'Opale en fait. D'autres stations balnéaires ont aussi connu une très forte croissance, favorisée par le développement de nombreux centres d'intérêt. L'un de nos principaux équipements touristiques du Nord-Pas-de-Calais est sur le littoral, puisqu'il s'agit de Nausicaa, avec près de 600 000 visiteurs chaque année, 595 000. Et un projet de nouvelle extension de Nausicaa renforcera encore cette primauté de Nausicaa. Ensuite, dans les équipements plus ludiques, on a Bagatelle, à Berck-sur-Mer, à côté de Berck-sur-Mer. On a l'Agora à Berck-sur-Mer, qui est un espace à la fois ludique et sportif. Sur l'ensemble des sites, les Français représentent entre 60 et 75% des touristes visitant le littoral, suivis par les Britanniques et les Belges. Cette activité génère d'importantes retombées économiques et 45 000 emplois. Ce qui attire tous ces touristes, c'est la variété des activités proposées. On peut par exemple découvrir des musées comme le musée Mariette de Boulogne-sur-Mer avec ses collections anciennes, ou bien se balader dans des centres-villes qui ont conservé leur patrimoine. On peut aussi bronzer sur les grandes plages de sable qui se découvrent à marée basse, ou faire du sport, notamment les sports liés au vent très présents sur la côte. 800 est par exemple un important spot pour le kitesurf. Mais la plus grande qualité de ce littoral, c'est finalement d'être un littoral préservé. Grâce aux efforts de protection, les stations balnéaires y ont conservé leur cachet, mais aussi des dunes et des falaises désormais labellisées. Le littoral du Nord-Pas-de-Calais est un espace en mutation. Il cherche sans cesse à préserver sa diversité et son authenticité,
tout en faisant face aux défis de demain.